Et bien voilà, on peut lancer donc la prochaine séquence, le bilan de la concertation des 4e réexamens périodiques des réacteurs. J'appelle sur scène Benoît Bettinelli, Anne Gérin et Fabrice Ravanas. Vous êtes les bienvenus. Voilà, vous pouvez monter ici. Bienvenue, je vous en prie. Asseyez-vous sur les 3 sièges dégagés. Je vous en prie, comme vous le souhaitez. Donc Anne Gérin, vous êtes présidente de la CLIT Saint-Alban dans l'Isère. Benoît Bettinelli, vous êtes chef de la mission pour la sûreté nucléaire et la radioprotection au ministère de la transition écologique. Et puis Fabrice Ravanas, vous représentez EDF, où vous êtes responsable d'objectifs pour les réexamens périodiques de 1300 MW. Avant de vous entendre, j'aimerais que nous écoutions le HCTISN. Christine Noiville, vous savez, elle intervient chaque année, elle est présidente du Haut Comité et elle a enregistré une vidéo car elle n'a pas pu être présente cette année, elle s'en excuse. Et je vous propose de l'écouter tout de suite. Bonjour à tous. Permettez-moi d'abord de m'excuser de ne pas être parmi vous et surtout de vous remercier de l'intérêt qui est porté à la concertation publique. Vous le savez, les réacteurs de 1300 MW ont été mis en service au début des années 80 et atteignent l'âge de 40 ans. Vous le savez aussi, EDF et le gouvernement ont annoncé leur volonté que ces réacteurs, et en réalité tous les réacteurs du parc, soient maintenus en fonctionnement au moins pour la décennie à venir. Très concrètement, cette concertation elle a commencé en janvier dernier. Elle s'est articulée autour de réunions publiques, de webinaires thématiques, d'ateliers avec des étudiants, sans oublier la plateforme Internet qui a été mise en place pour que le public puisse déposer ses questions et ses avis. La concertation est maintenant terminée. Elle s'est terminée le 30 septembre et bien sûr, il est un peu tôt pour en faire un bilan. Ce sont les garants qui rendront le leur dans le mois à venir. Puis ensuite, EDF, l'IRSN et l'ASN, bien sûr, en décembre. Mais peut-être, permettez-moi d'ores et déjà quelques sentiments personnels. En fait, j'en retiendrai 3. D'abord, la qualité, celle des intervenants, des questions posées, celle des échanges et des discussions. Tout cela s'est déroulé dans l'écoute, dans le respect, dans la sérénité. Et sur un sujet aussi clivant, je crois que vraiment, il faut s'en féliciter. Le deuxième enseignement, c'est l'engagement sincère d'EDF, de l'IRSN, de l'ASN, et je voudrais les saluer pour ça. Non seulement ils n'ont pas compté leurs efforts pour expliquer, pour répondre, pour être challengés, comme on dit, mais ils se sont aussi engagés à prendre sincèrement en considération, dans leurs expertises et dans leurs décisions, ce qu'ils ont entendu. Et évidemment, c'est le but d'une concertation publique. L'objectif, c'est pas simplement de discuter, c'est bien sûr de regarder précisément comment les questions et suggestions des participants peuvent venir enrichir la décision publique. Et vous pouvez compter sur le HCTISN pour inviter tous ces acteurs à rendre compte régulièrement de ce qu'ils ont retenu ou pas et de s'en expliquer. Et puis ce que je tire des échanges de ces derniers mois, c'est le caractère plus que jamais indispensable de la transparence et du débat, à une époque où des enjeux majeurs sont en train de se jouer dans le domaine du nucléaire. Ce sont certes des sujets techniques, compliqués, qui attirent difficilement le grand public, mais ça n'est pas un hasard si dans cette concertation sur les conditions de sûreté, on a eu en réalité beaucoup de questions sur l'opportunité de prolonger l'exploitation de ces réacteurs, sur les exercices de crise, les comprimés d'iode, la politique énergétique. Et je note que l'époque n'est pas nécessairement favorable au débat citoyen sur ces questions et que pourtant, tout indique à quel point ce débat est plus que jamais crucial dans cette période de relance, d'accélération et de simplification. Je voudrais, pour finir, remercier vous, les CLI, qui vous êtes beaucoup mobilisés pour organiser les réunions publiques de cette concertation, et puis l'ANCLI et son équipe, qui s'investit de manière continue dans les travaux du Haut Comité. On a la même mission, celle qui est d'assurer une bonne information, et le fait de l'assumer ensemble est évidemment à la fois un plaisir et une force. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne discussion. Voilà, donc Christine Noiville, après cette... Ah oui, on peut, hein. Oh là là. Benoît Bettinelli, je vous passe la parole en premier. Que retenez-vous de cette concertation ? Oui, bonjour à toutes et à tous. En fait, j'interviens en tant que secrétaire général du HCTISN, parce que j'ai les 2 casquettes. Mais ici, c'est au titre du Haut Comité à la transparence et à l'information sur la sécurité nucléaire.
Bon, tout d'abord, ce que je retiens, c'est la forte mobilisation de tous les acteurs que je remercie ici, aussi bien l'ANCLI, l'ECLI, mais aussi l'Autorité de sûreté nucléaire, l'IRSN, comme l'a souligné Monsieur le Président Bernard de Rozuc, EDF, bien entendu, et puis Sistra, qui était le prestataire, qui ont vraiment joué le jeu. Donc je voudrais insister sur le fait que, évidemment, c'est perfectible, mais il y a un système en France pour ce type de concertation qui est quand même qui fonctionne bien et que les pays peuvent nous envier d'une certaine mesure, puisqu'il n'y a pas forcément l'équivalent dans les autres pays nucléaires. Donc ça c'était le premier point. Je veux aussi souligner que cette démarche, elle a été voulue par les membres du Haut Comité. C'est une démarche volontaire. Elle n'est pas imposée par la réglementation, pour un coup. Et nous, au Haut Comité, on est très, très attachés à ce système où ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont des concertations sur des sujets aussi importants que la prolongation des réacteurs de 2300 MW. Alors, j'ai retenu quelques chiffres clés. Je ne vais pas vous noyer sous les chiffres. Mais il y a eu 311 avis avec 41 questions. Et à ce jour, à ma connaissance, il ne reste que 4 questions qui sont en suspens. Il y a eu 5 webinaires nationaux et 3 webinaires thématiques qui donnent une idée des thèmes qui intéressent le plus les participants. Donc la prévention à la gestion des accidents, l'adaptation au changement climatique, qui est un grand thème, et le vieillissement des installations. 8 réunions publiques et 3 ateliers thématiques. Et les réunions publiques ont réuni entre 60 et 180 personnes. Donc des chiffres tout à fait intéressants. Alors sur les premiers enseignements de la concertation, on peut dire que malgré la technicité des sujets, il y a eu un fort intérêt et une mobilisation des acteurs. Elle aurait pu être plus forte. Il y aurait pu avoir des avis un peu plus nuancés, parce que souvent il y a 2 camps, le camp des pros et le camp des antis. Mais il y a quand même eu des débats nourris et tout à fait intéressants. Sur la suite, parce qu'on ne fait pas ça pour le plaisir, il y a évidemment un bilan de la concertation qui va être dressé par le Haut Comité, qui interviendra début 2025. Et ensuite, dans ce bilan, il y aura le bilan des garants, que je remercie aussi, les 2 garants qui sont beaucoup investis dans cette concertation, et une présentation en plénière début 2025. Et évidemment, l'ASNR, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, prendra en compte ce qui a été dit dans la concertation dans le cadre de ces prescriptions qui vont venir aussi bien au niveau générique, dans le cadre d'une décision, mais aussi réacteur par réacteur, dans le cadre des enquêtes publiques qui vont avoir lieu plus tard. Merci Benoît. Anne Gérin, vous représentez la CLI de Saint-Alban. Oui. Dans l'Isère. Vous, qu'est-ce que vous en retenez ? Alors, d'abord, ça a été souligné, une grande application. Donc nous, on a travaillé en premier lieu sur une réunion plénière qui a eu lieu au mois de mars, où on avait à peu près 120 personnes qui sont arrivées. Puis on a décliné sous forme d'ateliers thématiques, des ateliers thématiques qui ont porté sur le vieillissement des installations, la maîtrise des inconvénients et la gestion de risques en cas d'agression ou d'accident. Donc, sur les ateliers, on est allé sur des moments où on était moins nombreux, mais avec beaucoup d'implication de toutes les personnes qui étaient là. Alors, une forte implication des membres de la CLI, du bureau, mais de la SN, l'IRSN, l'ANCLI, bien sûr, en soutien. Et puis, les élus, les citoyens qui sont engagés avec vraiment aussi un mélange entre des gens qui étaient très avertis
et d'autres plus néophytes. Et je trouve que cette approche était très intéressante de manière à pouvoir effectivement susciter les questions, porter des réponses. Après, je pense qu'on en parlera. Il y a aussi qu'est-ce que ça va donner, parce que une des missions d'ECLI, c'est bien de porter les interrogations de nos concitoyens. Mais dans cette démarche très particulière, je pense que si on ne veut pas créer de défiance, il sera important que des réponses soient apportées aux questions qui ont été posées. Donc j'ai bien compris qu'il n'y avait que 4 questions qui n'avaient pas obtenu encore de réponse, mais c'est vraiment important. Et cette notion de tenir compte de la parole qui a été émise par les participants, pour moi, c'est un point essentiel de toute la démarche qui est construite. 4 questions n'ont pas trouvé de réponse parce qu'elles... Non, parce qu'en fait, c'est un processus continu et elles vont trouver des réponses. Elles circulent encore. Ok, merci beaucoup. Fabrice Ravanas, et vous, monsieur EDF, que retenez-vous ? Alors moi, en tant que responsable d'objectifs de ce 4e réexamen chez EDF, j'ai eu l'opportunité, je pense même la chance, de participer à l'ensemble de ces rencontres, l'ensemble de ces ateliers, de ces réunions publiques au plus proche des territoires et des différents webinaires là, que vous listiez. Et ce que j'en retiens personnellement, au-delà de la richesse, une certaine diversité des échanges, des centres d'intérêt qui ont pu être complétés suivant les rencontres. On a pu aller au fond de bon nombre de sujets. Je retiens aussi une certaine sérénité, un climat assez apaisé finalement dans l'ensemble de toutes ces rencontres. Je retiens aussi la plus-value du format, on va dire, organisation collégiale, collectif. On était en tribune régulièrement ASN, IRSN, EDF. EDF présentait des éléments de réponse aux différentes interrogations du public, complétés de façon assez réactive par ce regard d'expertise que peut apporter l'Institut de radioprotection, avec ce message aussi de l'autorité. Donc ce format d'organisation collégiale est très bénéfique pour ce type d'exercice. Alors je vais me permettre de saluer le haut comité que vous représentez sur ce format d'organisation collégiale, encore une fois. Et je me permettrai aussi de remercier un certain nombre de mes collègues qui ont été fortement mis à contribution ces 9 derniers mois, depuis le lancement qui a démarré en janvier dernier. On a demandé à un certain nombre de nos personnels aguerris sur ce qu'on appelle les dispositions noyaux durs, sur le vieillissement, sur la gestion en eau, de venir aussi au contact du terrain à l'occasion de ces webinaires, à l'occasion de ces ateliers. Donc un grand merci pour un certain nombre de mes collègues. Si je dois pointer maintenant sur le volet technique quelques grands thèmes qui sont assez récurrents, qui ressortent de l'ensemble de ces échanges qu'on a eu courant de cette année, on retrouve le thème effectivement de la tenue de nos installations à des agressions dites extrêmes. Extrêmes, ça signifie quoi ? Ça signifie bien au-delà des référentiels que nous considérons pour la conception de nos installations. Et comme vous le disiez aussi, notre capacité collective à pouvoir anticiper des situations de gestion de crise, des scénarios accidentels. Donc c'est des thèmes récurrents et ça nous conforte dans le fait de les avoir placés au centre de ce réexamen. C'est bien le cœur de ce réexamen aussi, d'améliorer de façon très significative nos installations pour être en capacité de pouvoir mieux gérer ce type d'accident. Donc le dernier déploiement d'un certain nombre de modifications qui sont issues du retour d'expérience, notamment de cet accident de Fukushima, et de renforcer la robustesse de ces installations à des agressions, je pense à la tornade, au séisme, toutes ces agressions naturelles qui sont bien légitimes. C'est des questions tout à fait légitimes du public et qu'on a mis au cœur de notre réexamen pour faire en sorte qu'en sortie de ce RP4 1300, on ait un niveau de robustesse. Alors il y a eu un débat la semaine dernière encore, au webinaire de clôture de cette concertation, qu'on ait un niveau de maîtrise des risques qui soit similaire à celui des derniers réacteurs, dernière génération, je pense à l'EPR. Alors évidemment, je vous dis qu'il y a eu ce débat parce qu'on est sur des conceptions, somme toute, assez différentes entre l'EPR et ces réacteurs en exploitation sur notre parc français. Mais nous faisons tout pour que, à l'issue du déploiement de nos près de 200 modifications projetées sur ce réexamen, nous serons sur un niveau de risque vis-à-vis des intérêts dits protégés, vis-à-vis de l'environnement et de la santé, qui soit tout à fait similaire à celui du modèle EPR.
Si je peux citer d'autres thèmes d'attention qui sont remontés dans ces nombreuses rencontres, c'est le sujet de la démonstration effectivement de nos matériels à pouvoir passer la barre des 40 ans. 40 ans, c'est une date qui est notable parce qu'on avait conçu un certain nombre de nos matériels avec une durée de vie à 40 ans. Et j'ai envie de dire qu'il ne faudrait probablement pas utiliser le mot vieillissement, mais peut-être rajeunissement, parce que à l'occasion de ce passage des 40 ans, nous allons changer énormément de matériel de contrôle-commande sur la distribution électrique et nous allons rajeunir une grande partie de l'installation. Sur les matériels dits non remplaçables, par contre, évidemment, nous n'allons pas les remplacer puisqu'ils sont non remplaçables, mais nous valorisons les derniers programmes de recherche et développement sur lesquels on a pu donner beaucoup d'éclairage dans le cadre de cette concertation. Il y a eu pas mal de questions sur les enceintes, sur la cuve évidemment, et on a pu éclairer sur les derniers enseignements de ces programmes qui nous confortent dans le fait qu'à échéance 50 ans, nous continuerons de respecter tous les requis de la démonstration de sûreté vis-à-vis de la tenue de ces matériels. Si je peux me permettre de compléter encore sur 2 autres thèmes, je ne sais pas si... Allez-y. Oui. Il y a le thème de l'environnement qui ressort. Forte participation du public dans le Sud-Ouest. Il y a quelques semaines, je crois qu'on avait 200 personnes à la CLI de Golfech. C'est évidemment un sujet d'actualité, mais enfin d'actualité, ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'il est d'actualité. On n'a pas attendu le réexamen pour faire des choses sur ce volet de l'environnement. Mais à l'occasion de ce réexamen périodique, évidemment, nous continuons d'améliorer l'installation, de la modifier de telle sorte à ce qu'on maîtrise encore mieux le thème des rejets, le volet des rejets. Donc on reste évidemment très attentif aux impacts, aux dépendances de nos sites vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la biodiversité, la ressource en eau. C'était encore une fois un thème, comme je le disais, au centre des enjeux de cette CLI du Sud-Ouest, mais on l'a abordé dans d'autres CLI aussi. Et je souhaite souligner que sur ce volet, comme je le disais, on n'attend pas les réexamens périodiques, on est systématiquement dans une démarche d'amélioration continue. Et enfin, peut-être le dernier thème qui ressort de ce que j'ai pu constater en échangeant tout au long de cette année, et on a encore une question là tout à l'heure sur la filière de la sous-traitance, c'est tout notre capacité à pouvoir déployer ce programme industriel en toute sûreté, sans impact sur la disponibilité de production de nos tranches. Donc comment EDF arrivera-t-il à déployer ces 200 modifications avec un changement profond des règles du jeu, des règles d'exploitation? Alors on ne veut pas déstabiliser complètement l'exploitation, on ne veut pas déstabiliser tous nos partenaires industriels. Donc on valorise plusieurs leviers à ce niveau-là, si je peux me permettre de les développer très rapidement. Le premier, c'est évidemment on regarde ce qui s'est passé sur nos installations de 900 MW. On a eu, somme toute, un programme assez similaire aussi en termes d'envergure industrielle. Et dès les premières réflexions, on s'est dit que c'était important de le cadencer, de les déployer en plusieurs temps, dès les visites décennales, les modifications qui présentent le plus fort enjeu de sûreté, et les modifications avec de moindres enjeux lors des arrêts suivants. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a pu échanger assez rapidement avec l'autorité de sûreté aussi pour cadencer tout ce programme dans le temps. On a pu aussi, j'ai envie de dire, acculturer, associer l'ensemble du personnel sur site et nos partenaires suffisamment en amont. On l'a fait maintenant déjà depuis 2-3 ans, alors que la TTS est en 2020, tranche tête de série en 2026. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille avec les équipes sur site de telle sorte. Alors il y a une double plus-value. La première plus-value, c'est qu'on oriente mieux nos modifications, on prend en compte mieux le volet exploitation-maintenance dans la conception même de nos modifications. Et la deuxième plus-value, c'est qu'on les acculture, on anticipe cette capacité d'appropriation de ces modifications. Donc, qu'est-ce que je peux dire en conclusion? C'est beaucoup de richesse. Et évidemment, le dialogue ne se terminera pas aujourd'hui. On continuera d'être aux côtés des CLI pour échanger au plus proche des territoires. C'était l'un des enseignements de la précédente concertation sur le 900 MW, de chercher cette diversité, chercher ce contact. Je pense qu'on a atteint cet objectif sur cette concertation cette année et on continuera évidemment notre mobilisation active aux côtés des CLI. Merci Fabrice. Merci à vous trois. Oui, Benoît. Oui, je voulais rebondir sur la notion d'environnement que mon voisin vient d'introduire. En fait, entre les deux concertations de 2018-2019 et celle-ci, il y a eu une évolution réglementaire
qui montre bien tout l'intérêt de ces concertations. C'est qu'on a introduit justement un nouveau document sur les incidences de l'environnement sur les 10 ans dans le cadre des réexamens périodiques. Et donc là, ça fait tout à fait sens d'avoir ce document dans le cadre des réexamens. Et ça montre bien aussi que les concertations, c'est utile, puisque ça permet un dialogue entre ce que vous pouvez dire en tant que citoyen et puis les actes que nous, on prend au niveau réglementaire. Merci. Alors, les questions. Avez-vous des remarques, des questions? Oui, déjà 2. Le premier micro arrivé. Bonjour, monsieur, vous aurez la question suivante. On vous passe déjà le micro. Bonjour, monsieur. Bonjour, Roger Spautz, membre de la CLI de Cattenom. Donc, j'ai participé à la concertation. J'aimerais juste faire une remarque. C'est qu'on voit aussi dans la concertation qu'il n'y a toujours pas une transparence totale dans le nucléaire. Je m'explique. J'avais demandé une étude qui a été mentionnée dans la note de réponse aux objectifs d'EDF. Et on répond, voilà, l'étude est confidentielle, on ne peut pas la publier. Bon, on donne quelques explications, ce qui est dedans, quelles sont les conclusions, mais l'étude même n'est pas publiée. Et donc là, on voit qu'il n'y a toujours pas de transparence totale dans le nucléaire. Merci, monsieur. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Benoît Fidelin, président de la CLI de Flamanville. Messieurs, vous avez parlé d'environnement, à juste titre, de risque. Et lors de la réunion que nous avons organisée à Cherbourg, près de Flamanville, quelque chose est venu, je prends comme témoin Evelyne Ruez et ceux qui étaient là, est venu sur le sujet qui n'est pas anodin, qui est la crise climatique. Et au cours de cette réunion, on a vraiment pu échanger sur quelque chose qui est noté dans vos documents, sur la nécessité de prendre de manière beaucoup plus prégnante ce risque climatique sur vos installations. Or, il se trouve que dans la Manche, à Flamanville, là où se trouve, comme vous le savez, l'EPR, eh bien, nous avons eu l'année dernière des tempêtes à répétition d'une violence incroyable. Il y a eu 2 mises en îlotage des réacteurs, ce qu'on n'avait pas connu depuis très très longtemps. Donc le risque est là, vous ne le sous-estimez pas, mais je voulais vous demander si vous preniez vraiment, vous avez parlé d'anticipation, la mesure de ce risque assez phénoménal et qui nous surprend, nous, parfois, par sa violence, sur, finalement, la continuation de la vie de ces réacteurs. Parce que c'est un sujet qui intéresse énormément toutes les populations locales qui sont confrontées à ce changement climatique. Merci. Merci, monsieur. Fabrice. Oui. Fabrice Ravanas. Alors, sur le volet de la transparence, monsieur Spautz, je pense que vous faites écho effectivement à des études qui relèvent du volet sécuritaire sur le risque aérien. Et effectivement, sur ce genre de domaine, on est sur le volet confidentiel. Risque aérien, notamment, je pense aux piscines d'entreposage, ce genre de scénario accidentel. Ce qu'on diffuse, et vous retrouverez l'ensemble des informations dans la note de réponse aux objectifs, c'est le volet hors sécuritaire, tout le volet qui relève de l'application de la règle fondamentale de sûreté, de prise en compte du risque aérien sur nos installations nucléaires. Lorsqu'on rentre sur ce champ du volet sécuritaire, encore une fois, on est sur le confidentiel. Et on peut bien comprendre d'ailleurs que c'est la communication qui soit protégée pour préserver les intérêts. Donc ça ne ressort pas non plus des missions de l'autorité ici présente, c'est instruit dans un autre cadre et on ne publie pas publiquement ce genre d'études qui feront l'objet d'expertises séparées. Sur le volet de la crise climatique, bien évidemment, vous faites écho à ces tornades, effectivement, ces événements, on appelle ça chez nous des événements climatiques majeurs, des ECM. On les relève chaque année, et chaque année, on va vérifier si ça ne déstabilise pas nos projections que l'on considère dans le comportement de nos installations vis-à-vis de niveau de température, niveau de force de vent, Donc il y a un certain nombre de projections établies sur la base d'une veille climatique
une démarche de veille climatique qui fait l'objet aussi d'expertise, je tiens à souligner, sur lequel il y a pu y avoir un premier avis de l'Institut de radioprotection ici représenté l'été dernier, mais on attendra la prise de position de l'autorité de sûreté sur l'ensemble de ces champs en temps voulu. Donc c'est des sujets qui sont clairement intégrés dans le réexamen. Je me permets d'insister, faire de la publicité sur cette note de réponse aux objectifs. Si vous souhaitez comprendre comment on intègre ce genre de sujet dans nos projections, dans le comportement de nos installations, nous avons développé un certain nombre de paragraphes là-dessus dans cette note de réponse qui est accessible sur le site concertation.sureténucléaire.fr. Près de 350 pages, mais il y a un certain nombre de pages qui expliquent comment on tient compte de ces événements climatiques majeurs et comment on s'assure qu'ils restent compatibles avec les hypothèses que l'on considère dans le cadre de ces réexamens. Je crois que j'ai traité les deux questions. Merci. Une dernière question à la main. Monsieur. Gilles Reynaud, donc pour l'ANCLI. Monsieur Ravanas, vous avez parlé donc des sous-traitants à la fin, là, je vous en remercie. Et donc vous parlez de dialogue avec les prestataires, les salariés. Et sur le social, donc, est-ce qu'il y a une réflexion, là aussi, des propositions qui vont être faites pour tirer vers le haut? Parce que vous le savez mieux que tout le monde, aujourd'hui, il y a plusieurs conventions collectives qui sont faites pour les salariés du nucléaire, qui ne correspondent pas au métier. Et donc là, est-ce que vous allez faire quelque chose qui va engager EDF, les entreprises prestataires, à faire en sorte que les personnels qui travaillent vivent bien de leur travail, quoi. Merci. Fabrice. C'est un sujet d'attention, la filière industrielle, les partenaires à côté. D'ailleurs, je peux même vous dire que dès demain, on rencontrera le top 50 de nos fournisseurs pour s'assurer qu'ils sont prêts en temps voulu, lorsque les décisions auront été actées, pour réussir ce programme industriel à partir de cette tranche tête de série. Donc c'est clairement un sujet d'attention sur le fait qu'on communique le plus en amont possible, qu'on travaille les processus, qu'on travaille sur la formation de notre propre personnel, de nos équipes de conduite, mais aussi de celles de tous les partenaires qui nous accompagnent. Donc beaucoup d'anticipation. Moi, je suis légitime aujourd'hui à vous parler de ce 4e réexamen et tout ce qu'on fait au titre du programme industriel associé à ce 4e réexamen. Donc comment on ligne cette filière industrielle sur les champs des conventions collectives, des responsabilités employeurs. J'aurais finalement assez peu de légitimité à vous en parler aujourd'hui, pour rebondir sur votre précédente question, mais quand bien même, évidemment, je peux vous partager que ça reste un sujet d'attention sur lequel il doit certainement y avoir des réflexions qui associent EDF. Quant au volet social, mesures qui seront prises en temps voulu, là aussi, je serai en difficulté pour vous apporter d'autres éclairages que ceux que je vous précise à juste un instant sur cette anticipation et le nécessaire lignage le plus en amont possible de toute la filière industrielle. Mais déjà, je peux vous dire que toute cette filière, elle est prête aujourd'hui. Voilà, ça c'est un message que je peux passer aujourd'hui. Elle est prête. Lorsque les décisions seront actées en temps voulu par l'autorité de sûreté, on aura ce lignage pour garantir ce succès. Toute dernière question qui est sur ma tablette. Fabrice, vous êtes très sollicité. Est-ce que les acteurs s'engagent à faire une concertation volontaire pour le 5e réexamen? En plus, ça permet de conclure, de faire une ouverture sur le 5e réexamen. Vers quoi se dirige-t-on? Fabrice, vous avez le... Je n'ai pas envie de faire teasing, mais il me semble qu'il il y a des premiers échanges qui démarrent. Il me semble d'ailleurs, sous le contrôle de l'autorité de sûreté, qu'il doit y avoir un webinaire le 16 octobre, non? Ou 16, on est quel jour aujourd'hui? Oui. Ça a été dit tout à l'heure. Ça a été dit tout à l'heure. Donc, il y a des échanges qui démarrent d'ores et déjà avec le public. C'est probablement effectivement important d'associer la société civile le plus tôt possible dans ces réexamens. Parce que, pour le rappeler, c'est probablement un rappel. Dans un premier temps, dans un réexamen, l'exploitant propose des orientations qui sont soumises qui sont réfléchies, expertisées, avec une prise de position de l'autorité de sûreté. Dans un second temps, dans le cadre de notre examen périodique, le RP4 récent, nous ne sommes plus au stade de la proposition d'objectifs, quel step de sûreté on veut atteindre, on est dans le stade de la réponse à ces objectifs. Donc on est dans un niveau d'échange avec le public qui est différent de celui qui va s'engager dans le cadre du RP5 900, où là on est vraiment très en amont. Quel step de sûreté on veut faire pour ce RP5 900 ? Je disais teasing, évidemment, le changement climatique, c'est un enjeu majeur. Ça va probablement être un gros sujet d'attention de ce 5e réexamen, et tout le volet de la conformité et du vieillissement aussi. Un grand merci à vous trois d'être venus sur scène pour nous parler de ce 4e réexamen.
cette concertation